Lecture dédiée à Christiane Rochefort. Auguste Strindberg. Marié. Récits et nouvelles. « 1884. Stockholm. Actes Sud, 1986 pour la traduction française, due à Pierre Morizet et Eva Alstedt. Première partie, 12 histoires de mariage avec interview et préface. Interview. Le journaliste. Alors, monsieur, vous êtes de nouveau allé écrire un roman. L'écrivain. Oui, cher monsieur, c'est bien fâcheux. Je sais que c'est considéré comme un grand crime, mais je n'ai pas pu me retenir. Le journaliste. À mon avis, c'est inconséquent de critiquer la littérature pour aller ensuite écrire soi-même un roman. Vous l'admettez? L'écrivain. Je l'admets. Le journaliste. Vous admettez que vous êtes inconséquent? L'écrivain. Bien sûr. Comme tout ce qui a été créé, je suis soumis aux lois de l'évolution. Et l'évolution progresse par une succession de rechutes. Ce roman est une petite rechute. Mais il ne faut pas que vous m'en vouliez pour ça. Dans quelques années, j'arrêterai d'écrire des romans, des pièces de théâtre, des recueils de poèmes, si j'y arrive. Le journaliste. Et que pensez-vous faire après cela, monsieur? Écrivain. J'ai l'intention de devenir journaliste. Oui, c'est sérieux. Voyez-vous, je suis fatigué de chercher à comprendre ce que les hommes veulent dire, surtout quand ils écrivent des livres. Je veux faire comme vous, aller les interroger. Mais revenons à notre sujet. Que pensez-vous de mon nouvel ouvrage? Le journaliste. Tout d'abord, je pense qu'il est mal fait. Il n'est pas travaillé. L'écrivain. Si vous saviez à quel point vous avez raison. Il n'est pas travaillé. C'était en effet mon intention. J'ai voulu dépeindre un nombre assez considérable de situations ordinaires, pour illustrer les relations entre mari et femme. Je n'ai pas voulu décrire 4 exceptions, comme Madame Edgren, ni un cas monstrueux comme Ibsen, car ensuite on pense qu'ils sont représentatifs de tous les cas. C'est pourquoi je me suis limité à décrire en détail un souper à l'auberge de Stalmasgarden, où vous trouverez 2 sortes de saumon à la nette, une salade de concombres frais, des petits beefsteaks avec des oignons d'Espagne, du poulet et des fraises. En plus, il y a des écrevisses, femelles, de chez Rechner, des crêpes à Djurgården, un jardin à Norrtullsgatan, avec un pommier en fleurs, 6 sortes de fleurs et un couple d'engoulevents. Plus loin, il y a l'église Adolphe Frédéric, un fleuret et au moins 30 termes de marine que j'ai pris dans un dictionnaire nautique. N'est-ce pas réaliste, hein? Le journaliste. Si, mais vous auriez dû donner plus de détails sur la corvette Vanadis, et Schweitzer Dallen aurait dû vous fournir l'occasion de décrire la nature comme vous savez si bien le faire. Comme je viens de le dire, ce n'est pas travaillé. Deuxièmement, votre livre est indécent. Vous le reconnaissez? L'écrivain. Oui, je le reconnais, selon le sens que vous donnez à ce mot. Car si la décence est ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un crime contre nature, alors mon livre est indécent, puisqu'il imite la nature et s'y conforme. Le journaliste. Ça, ce n'est que du Rousseau, et il n'est pas nécessaire d'y répondre. Mais troisième point, votre livre est réactionnaire. Vous qui êtes libéral, vous vous êtes permis de ridiculiser l'émancipation de la femme. Comment avez-vous osé? Écrivain. J'avoue qu'il faut plus de courage pour se moquer d'une mode ridicule que pour se laisser porter par le courant. Journaliste. Vous qualifiez l'émancipation de la femme de ridicule. Écrivain. Oui, j'estime qu'il est aussi criminel de vouloir libérer la femme des lois de la nature que de chercher à en libérer l'homme. Je vous ferai remarquer, monsieur le journaliste, que la tentative actuelle pour libérer la femme est une révolte contre la nature et qu'elle sera punie. Mais si vous prenez la peine de lire ma préface, vous verrez et entendrez parfaitement ce que je pense sur ce sujet. Vous voulez bien? Journaliste. Il serait préférable que vous me la prêtiez. Écrivain. Pour que vous puissiez l'imprimer? Volontiers. Plus il y aura de gens qui la liront, mieux cela vaudra. Tenez, la voici. Préface. L'émancipation de la femme sur laquelle repose aujourd'hui, c'est du moins ce que l'on prétend, les piliers de la société,
me paraît surestimé. L'émancipation de la femme dans la forme sous laquelle elle se propage en ce moment ne concerne que la femme cultivée, soit environ 10% de la population, et par conséquent, ce n'est qu'une affaire de coterie. Mais par leur travail, les gens cultivés font toujours tant de bruit autour d'eux, qu'on finit par croire que toute l'humanité est en cause. Chez la majorité des gens de notre pays, ou chez les paysans, l'émancipation de la femme a été résolue, que leur exemple nous instruise. Le paysan et sa femme ont une éducation équivalente. Si l'un sait écrire, l'autre sait compter. Ils ont partagé le travail, sans entrer dans les détails comme les gens cultivés, et c'est ainsi que chacun s'occupe du domaine que la nature lui a assigné. Et l'un ne maîtrise pas un sujet que l'autre ne comprend pas. C'est donc un mariage assez spirituel et juste que le leur. La femme du paysan ne peut pas envier la liberté de son mari car il n'est pas plus glorieux de remuer le fumier que de remuer le pot-au-feu. Il n'est pas plus glorieux de domestiquer des bœufs que d'élever des enfants. À la rigueur, il est plus agréable de rester dans la chaleur de la maison ou dans l'étable que de marcher dans le fossé plein de boue, sous le soleil, ou d'avancer avec de la neige fondue qui vous monte jusqu'aux aisselles pour pêcher à la traîne. Si l'homme s'occupe du peu d'argent qui rentre, la femme garde la clé de la caisse à farine et du magasin à vivre. Ce qu'elle gagne en filant pendant les soirées d'hiver, elle peut le garder comme argent de poche pour acheter du café et du sucre. La terre, dont elle hérite quelquefois, ne fait pas partie des apports en communauté. Elle n'a donc pas besoin du droit de propriété de la femme mariée pour se tirer d'affaire sans problème. Si l'on a entendu parler dans les journaux de femmes de paysans battues par leurs maris, on a aussi, mais pas dans les journaux, car les hommes se gardent bien d'écrire de telles choses dans les journaux, entendu parler de paysans qui ont été roués de coups par leurs femmes. Le plus fort a toujours le dessus, qu'il soit homme ou femme. Il est rare qu'une paysanne soit infidèle à son mari, d'une part parce qu'elle n'a pas le temps, d'autre part parce que les jeunes hommes célibataires n'ont pas de difficulté pour rencontrer des filles. Il est rare que l'homme soit infidèle, car les filles ne s'intéressent pas aux vieux, quand elles peuvent fréquenter librement les jeunes hommes. Dans l'état de nature, les traits de caractère de l'homme et de la femme se ressemblent beaucoup. Comme la femme est moins capable de se défendre pendant la grossesse et qu'il lui faut après la naissance des enfants de la nourriture pour eux et quelqu'un pour les défendre, elle s'est placée sous la protection de l'homme. L'homme ne l'a donc pas subjuguée. L'amour qu'il lui porte en tant qu'épouse et mère de ses enfants a toujours été une garantie pour qu'elle ne soit pas traitée comme une esclave. Et le respect avec lequel l'homme traite la femme, même chez les paysans, vient du fait qu'il a été élevé par une femme, la mère. Par contre, la femme ne traite pas l'homme avec le même respect, car elle a discipliné les garçons lorsqu'ils étaient petits, et c'est pour cela qu'elle ne cesse pas de se sentir supérieure à lui. Elle reste avant tout la mère. Voyez comment la vieille grand-mère, près de l'âtre, traite le maître de la maison, toujours comme un garçon. En revanche, la femme cultivée est corrompue, tout comme l'homme. L'amour des gens cultivés est quelque chose de très compliqué. À la base, il y a l'instinct de conservation de l'espèce. Quand la société commença à exiger des garanties pour les enfants et qu'elle inventa le mariage et, avec le mariage, la propriété et la position sociale, l'instinct naturel qualifié de sensualité par la classe supérieure fut refoulé et dut être dissimulé derrière la galanterie. Quand un homme cherchait une épouse, il fallait qu'il cachât son désir de s'allier à une bonne famille, d'obtenir des biens, etc., derrière la galanterie. De là est né le répugnant et hypocrite culte de la femme. Quand, après le mariage, le masque tombait, la femme s'estimait trompée, et c'est pour cela qu'il y eut tant de mariages malheureux. La femme cultivée n'est pas opprimée. Quand un monsieur est assis sur un sofa chez des étrangers et qu'une femme entre, le monsieur se met debout. Quand une femme a bu sa tasse de thé, l'homme se lève pour la servir. On n'a jamais vu le contraire. Un célibataire qui habite le quartier de Söder n'osera pas refuser d'aller à Kungsholmen si quelqu'un lui demande d'accompagner une femme chez elle. Quand des femmes et des hommes sont rassemblés, le monsieur lève son verre à la santé de la femme et la remercie de l'honneur qu'elle lui a fait. La période des fiançailles est pour l'homme une période de stage pendant laquelle il doit s'exercer à toutes sortes de tâches de valet que le surcroît de travail après les noces l'empêche de pratiquer. La femme perd son valet et découvre son égal, alors elle croit découvrir un tyran. Qu'en est-il de la tyrannie de l'homme dans le ménage? En général, l'homme choisit la femme et en général, il est amoureux d'elle. Les difficultés qu'il rencontre pour se marier lui font voir le mariage comme une félicité absolue, mais habituellement, il se sent tout penaud après. Il voit que l'ange était un être humain, et sa déception le rend de mauvaise humeur. Mais il l'aime. Elle, par contre, ce n'est pas du tout certain qu'elle l'aime, car elle ne choisit pas. Elle garde donc le dessus. Et c'est le cas dans la plupart des mariages. Pour garder la paix dans le ménage, le mari fait n'importe quelle concession, car la paix du ménage faisait partie des espoirs les plus fous qu'il avait eus concernant le bonheur conjugal. Dans la plupart des cas, la femme commande à la maison et le mari à l'extérieur. La femme n'en souffre pas. Elle engage les bonnes, décide des repas, de l'éducation des enfants et détient habituellement les cordons de la bourse.
L'homme laisse en général ses revenus à la femme et lui donne de l'argent de poche qu'elle peut utiliser sans avoir de compte à rendre. Lui, il demande à sa femme chaque euro qu'il veut prendre pour s'acheter des cigares et du punch. On ne peut donc pas dire que la femme joue le rôle de l'esclave et le mari celui du tyran. Voyons maintenant comment Ibsen, pour des raisons inconnues et incompréhensibles, a caricaturé la femme et l'homme cultivé dans son ouvrage Maison de poupée, qui est devenu un code pour tous les zélateurs de l'émancipation de la femme. Maison de poupée est une pièce de théâtre, sans doute écrite pour une grande actrice, dont l'interprétation du rôle du sphinx pouvait toujours être sûre d'obtenir les faveurs du public. L'auteur a commis une grande injustice à l'égard de l'homme, puisqu'il ne cite pas l'hérédité pour excuser son comportement, tandis qu'il le fait pour la femme, et cette circonstance atténuante, il la souligne plus d'une fois, en parlant de son père à elle. Mais examinons de plus près cette Nora, qui est devenue aujourd'hui l'idéal de toutes les femmes cultivées corrompues. Dans le premier acte, elle ment à son mari, lui dissimule une reconnaissance de dette falsifiée, essaie de cacher des gâteaux, complique les choses les plus simples à ce qu'il paraît par goût du mensonge. Le mari, au contraire, lui manifeste une confiance absolue dans toutes les circonstances, même en ce qui concerne les affaires de la banque, ce qui prouve qu'il la considère comme sa véritable femme, alors que c'est elle qui ne lui dit jamais rien. Dire qu'il la traite comme une poupée est donc un mensonge, mais qu'elle le traite comme s'il en était une, c'est la vérité. Personne ne croit que Nora a falsifié une reconnaissance de dette par ignorance. Peut-être quand on est assis dans les fauteuils d'orchestre et que l'on regarde une actrice sympathique éclairée par les feux de la rampe. Qu'elle ait falsifié une reconnaissance de dette uniquement pour le mari, je ne le crois pas, car elle parle elle-même de l'immense plaisir que lui a procuré le voyage en Italie. Ni la loi ni un juriste n'auraient accepté cette excuse. Nora n'est donc pas une grande sainte. Dans le meilleur des cas, elle est une complice qui a joui des fruits du vol. Ensuite, elle s'embrouille. Le mari a de nouveau, bien que ce ne soit pas l'intention de l'auteur, l'occasion de montrer quelle confiance et quels égards il a pour sa femme quand il se met à discuter avec elle d'une nomination à la banque. Pensez donc quel tyran qui ne veut pas embaucher comme employé de banque un faussaire. Qu'aurait dit Nora si M. Elmer avait voulu congédier une bonne? C'eût été une autre paire de manches. Arrive la scène où elle doit emprunter de l'argent à Rank, le docteur syphilitique. Elle y est bien mignonne, Nora. Elle lui montre, comme préambule aux négociations de l'emprunt, ses bas couleur chair. Nora, n'est-ce pas joli? Maintenant il fait trop sombre, mes deux mains. Non, 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 vous ne devez voir que la plante des pieds. Si pourtant, vous pouvez voir plus haut. Rank, Nora, pourquoi avez-vous cet air de doute? Vous ne croyez pas qu'ils m'iront? Rank, sur quoi baser mon opinion? Nora, le regardant un instant. Fi, que vous êtes vilain, lui fouettant légèrement l'oreille avec les bas. Voilà ce que vous méritez. Elle les remet dans le carton. Rank, quelle merveille y a-t-il encore à voir? Nora, vous ne verrez plus rien du tout parce que vous n'êtes pas sage. Elle cherche parmi les objets en fredonnant. Si j'ai bien compris, Nora s'offre contre paiement comptant. C'est bien idéaliste et gentil, n'est-ce pas? Tout, évidemment, par amour pour le mari, pour le sauver. Mais aller expliquer sa situation au mari, pas question, non. L'orgueil en souffrirait. Traduit dans le langage de Nora, elle n'était pas encore certaine qu'il lui montrerait le prodige. Arrive la scène de la tarentelle, conçue pour montrer Elmer éclairé d'en bas en oblique. À présent, le spectateur oublie que Nora est une bécasse, que Elmer traite comme une femme raisonnable. À présent, on voit seulement que Elmer la traite comme une poupée. Cette scène est malhonnête, mais elle produit un grand effet. En un mot, c'est une scène. Qu'Elmer courtise sa femme pendant la nuit, cela prouve qu'il est jeune et qu'elle est jeune. Mais par là, l'auteur veut montrer que Elmer, qui ne doute pas le moins du monde des vilaines affaires de Nora, est un être sensuel, profondément sensuel, qui ne sait pas apprécier les excellentes qualités spirituelles de sa femme, qualités qu'elle n'a pas pris la peine de révéler, et Nora reçoit une fausse auréole de martyr. Cette scène est la plus malhonnête qu'Ibsen ait jamais écrite. Arrive le dénouement qui est d'une grande complexité, qui jette de la poudre aux yeux des spectateurs et qui n'est qu'un tissu de mensonges. Monsieur Elmer se réveille et découvre qu'il a été uni à une menteuse, à une hypocrite. Mais à présent, le spectateur est si pénétré de sympathie pour Nora qu'il considère que Elmer a tort. Si Elmer avait vu la scène des bas et du docteur, il n'aurait pas demandé à Nora de rester, mais il ne l'a pas vue. Puis Elmer apprend que lui, sa femme et ses enfants ne risquent plus d'être mis au banc de la société et qu'ils sont sauvés de la ruine. Alors il se réjouit. Père de famille, examine ton cœur en toute sincérité et demande-toi si tu n'aurais pas été heureux en apprenant que ta femme bien-aimée, la mère de tes enfants, ne devait pas être traînée en prison. Mais ce sont là des sentiments trop mesquins. Non, il faut quelque chose de plus élevé, quelque chose d'en haut, du ciel de mensonges de l'idéalisme. Il faut que M. Elmer soit fouetté. C'est lui le criminel. Et pourtant, il parle avec tant d'honnêteté à sa menteuse de femme.
Oh, dit-il, ces 3 jours, quelle épreuve cela a dû être pour toi, Nora. Mais ensuite l'auteur regrette d'avoir fait justice à ce pauvre homme, et il met dans sa bouche des mots mensongers. Naturellement, c'est mesquin de la part de Helmer de dire à Nora qu'il lui pardonne. Cela aurait été d'une simplicité de gros paysan si elle avait accepté de se faire pardonner par lui, qu'il avait pourtant toujours traité avec une confiance absolue, tandis qu'elle lui mentait. Non, Nora a des vues plus larges. Et puis elle oublie noblement le passé, et elle oublie tout ce qui est arrivé dans le premier acte. Voici ce qu'elle dit à présent. Et le parterre lui aussi a oublié le premier et le deuxième acte, car voici des mouchoirs qui sortent. Nora, réfléchis un peu. N'est-ce pas la première fois que nous deux, tels que nous sommes, mari et femme, nous causons sérieusement ensemble? Elmer perd toute contenance en entendant une question aussi mensongère. Et il, ou bien l'auteur, répond sérieusement, oui. Qu'est-ce que cela veut dire? L'intention a été réalisée. Faire de Elmer un imbécile. Monsieur Elmer aurait dû répondre: Non, ma petite poulette, cela n'est pas du tout mon impression. Nous avons parlé très sérieusement à la naissance de nos enfants, car nous avons parlé de leur avenir. Nous avons parlé très sérieusement quand tu voulais faire nommer à la banque le faussaire Krogstad au poste de chef de la comptabilité. Nous avons parlé sérieusement quand il y allait de ma vie, de l'avancement de Madame Linde, des finances de notre maison, du père décédé, du docteur syphilitique. Nous avons parlé sérieusement pendant 8 longues années. Nous avons aussi plaisanté, nous avons bien fait, car la vie n'est pas uniquement une chose sérieuse. D'ailleurs, nous aurions pu parler d'une manière encore plus sérieuse, si tu avais daigné me raconter tes soucis, mais tu étais trop orgueilleuse, puisque tu préférais être ma poupée plutôt que mon amie. Mais M. Ibsen ne permet pas à Elmer de dire ces mots pleins de bon sens, car il faut bien prouver que Elmer est un imbécile, et, du reste, il faut que Nora puisse dire sa splendide réplique qui sera citée pendant 25 ans. Il faut que Nora réponde: 8 années ont passé, et même plus en comptant depuis notre première rencontre, et nous n'avons jamais échangé une parole sérieuse sur un sujet grave. Maintenant, il faut que M. Elmer, fidèle à son triste devoir d'être un imbécile, réponde: Aurais-je dû t'initier à mes soucis que tu n'aurais pas pu soulager? Malgré tout, c'est gentil de la part de Elmer de dire ça, mais ce n'est pas vrai. Au contraire, il aurait dû la réprimander pour ne pas s'être confié à lui. Cette scène est si fausse qu'elle est absurde. Ensuite, Nora a quelques belles répliques, françaises, d'une sagesse si creuse qu'elle disparaît pour peu que l'on souffle dessus. Nora, vous ne m'avez jamais aimé. Il vous a semblé amusant d'être en adoration devant moi, voilà tout. Quelle est la différence? Et puis elle a dit: Tu ne m'as jamais comprise. Ce n'était pas facile pour Elmer, puisqu'elle avait toujours joué la comédie avec lui. Ensuite, le pauvre Elmer doit dire des bêtises énormes. Par exemple, qu'il s'occupera de son éducation. C'est bien la dernière chose qu'un homme dit à une femme. Mais il faut que M. Elmer soit stupide, car la fin approche, et Nora doit émouvoir. Là-dessus, Elmer devient plus tendre, il lui demande pardon. Pardon parce qu'elle a falsifié une reconnaissance de dette, parce qu'elle a menti, pour toutes les fautes qu'elle a commises. Ensuite, une parole sensée de la part de Nora. Elle veut quitter le mariage pour se trouver elle-même. On pourrait se demander si elle n'aurait pas pu le faire tout aussi bien dans la même maison que ses enfants, en relation avec les réalités de la vie et en luttant avec son amour pour Elmer, car l'amour ne meurt jamais du jour au lendemain. Mais c'est une affaire de goût. Qu'elle ne se trouve pas digne d'élever ses enfants est un mensonge dans sa bouche, car elle vient de se placer assez haut en faisant la morale à Elmer qui était innocent. Par conséquent, il aurait été plus logique qu'elle restât avec les enfants, puisqu'elle pensait que l'homme était un tel idiot qu'il ne pouvait pas comprendre le prodige. Pourquoi voudrait-elle confier l'éducation des enfants à un tel bon à rien? Son babillage à propos du prodige, c'est-à-dire le fait que Elmer se dénoncerait pour le crime qu'elle avait commis, est si romantique et si ridicule que cela ne mérite pas qu'on s'y attarde. Que des centaines de milliers de femmes se soient sacrifiées pour leur mari est une politesse à l'égard des dames qu'Ibsen, à son âge, ne devrait pas dire à haute voix. Ensuite, Nora discourt de tout et de rien. Elle l'a aimé, il l'a aimé, et pourtant elle dit que pendant 8 ans, elle a été une étrangère qui a donné naissance aux enfants d'un étranger. Elmer admet qu'il n'a pas été parfait et promet de s'améliorer. C'est bien beau ça, et toutes les garanties sont présentes pour que la suite soit meilleure que le commencement. Mais dans une pièce de théâtre, cela convient naturellement pas. Pan, c'est ça qu'il faut quand le rideau se baisse. Nora prouve, donc, qu'elle a été une poupée. Elmer n'avait-il pas disposé les meubles comme il le voulait? Eh bien, mais que madame eût seulement daigné exprimer ses désirs, et on aurait bien vu qui était le maître. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Probablement parce que cela lui semblait indifférent, et elle avait sans doute raison. Maintenant, si Nora était une poupée, alors, à la bonne heure, ce n'était pas la faute de Elmer, car il la traitait en toute confiance, mais ce n'était pas ça que Ibsen voulait prouver.
Il voulait même prouver le contraire, mais il n'avait pas assez de force pour le faire, car il ne croyait pas à sa tâche et, parfois, son sens de la justice reprenait le dessus. Ce que l'auteur lui-même a voulu dire avec Maison de poupée, on ne le saura jamais. Le fait qu'elle donna l'impression d'être un manifeste en faveur de la femme opprimée, et que le grand public l'interprétait ainsi, provoqua tout de suite une telle tempête que même les gens les plus calmes perdirent la tête. Car la pièce prouve exactement le contraire de ce qu'elle est censée prouver. Ou bien toute la pièce n'est qu'une preuve du danger qu'il y a à écrire des pièces de théâtre sur des sujets sérieux. Ou bien, pour choisir un autre point de vue, n'est-elle pas une défense de la femme opprimée, mais au contraire seulement une illustration de l'influence que peut avoir l'hérédité sur la personnalité? Dans ce cas-là, l'écrivain aurait dû avoir l'honnêteté de citer l'hérédité pour excuser aussi Elmer. Ou bien s'agit-il de la mauvaise éducation de Nora? En effet, elle met beaucoup de choses sur le compte de cette éducation. Pourquoi Elmer n'a-t-il pas le droit de rejeter la faute sur la mauvaise éducation qu'il a reçue? Ou bien tout cela n'est-ce purement et simplement qu'une pièce de théâtre écrite pour courtiser les dames? Dans ce cas-là, elle devrait être classée parmi les pièces de théâtre sous la rubrique divertissement public, et ne pas être soumise à une discussion sérieuse, et encore moins avoir l'honneur d'exciter l'une contre l'autre les deux moitiés de l'humanité. Néanmoins, avec Maison de poupée, le problème des mariages malheureux fut mis sur le tapis. Toutes les femmes virent dans leurs maris des tyrans, et elles se considérèrent toutes, pour des raisons plus ou moins bonnes, comme des poupées. C'est ainsi que l'on vit dans la littérature toute une série de maris qui falsifiaient des reconnaissances de dettes et étaient chapitrés dans la scène finale par leurs femmes, sans que les auteurs féminins eussent la générosité d'Ibsen de citer comme excuse la disposition héréditaire à falsifier des reconnaissances de dettes. On vit donc des maris qui dilapidaient l'argent de leurs femmes, mais on ne vit pas de femmes qui dilapidaient celui de leur mari, comme la justice l'aurait exigé. Malgré toutes les bêtises que l'on écrivait, on fit un grand pas en avant, en dénonçant le mariage en tant qu'institution divine, en rabattant les exigences de félicité absolue au sein du mariage, et en admettant enfin que le droit au divorce pour les époux désunis avait sa raison d'être. Et ce fut une bonne chose. Les causes des mariages malheureux sont multiples. Tout d'abord la nature même du mariage. Deux êtres, par-dessus le marché, deux sexes opposés, ont l'imprudence de promettre l'un à l'autre de rester unis toute leur vie. Le mariage repose donc sur une absurdité. L'un évolue dans une direction, l'autre dans le sens opposé, et ça craque. Ou bien, un des deux ne bouge pas, l'autre évolue, et ça se disloque. Le désaccord entre les époux peut naître du fait que deux esprits forts se rencontrent et découvrent que tout compromis est impossible, à moins que l'autre partenaire ne se rende, et, dans ce cas-là, ils finissent par haïr le lien qui les unit. S'ils étaient libres, ils feraient des concessions, mais ils ne veulent pas, car ce serait renoncer à leur personnalité. Finalement, ils peuvent en arriver au point où ils détestent les pensées de l'autre, intuitivement, par instinct de conservation, pour ne pas mêler leur personnalité, et cela devient un besoin de contredire l'autre, puisque c'est une garantie pour que chacun puisse garder son intégrité et ses pensées. Ceci est un cas relativement fréquent, que les gens ont eu du mal à expliquer. Ils s'aimaient, ils avaient les mêmes opinions, mais soudain surgit cette antipathie inexplicable, et l'on ne voit plus que des époux désunis. Puis il y a les cas où ce que l'on appelle l'infidélité éloigne les époux l'un de l'autre. Les choses sont si mal organisées que certaines personnes sont nées monogames, c'est-à-dire fidèles, ce qui n'est pas une vertu mais une prédisposition, et d'autres polygames, c'est-à-dire infidèles. Si les contraires ont la malchance de se rencontrer, c'est un grand malheur. Dans la nature, du moins parmi les animaux évolués, ce type de relation entre les sexes d'une même espèce est très fréquente. Le taureau est polygame, le coq aussi. Le canard est monogame à l'état sauvage, mais le canard domestique devient polygame. L'influence de la civilisation, pourrait-on dire. En général, les carnassiers sont monogames à l'état sauvage, et le mâle accompagne fidèlement la femelle pendant qu'elle a des petits. L'amour des pigeons a été rendu célèbre par les poètes. En effet, ils ne se mettent pas en ménage pour la vie, mais, un mais terrible pour les poètes, si l'un des époux a été blessé, on est devenu infirme, l'amour s'en va, et l'autre cherche un nouvel époux. C'est évidemment très peu poétique, et c'est pourquoi aucun poète n'a osé révéler la vérité sur le fameux amour des pigeons, par peur de la colère des dames. Dans la nature, on constate, en général, que la plus ou moins grande abondance de nourriture décide des relations dans le ménage. Les oiseaux de proie ne pondent que 2 ou 3 œufs, puisque le gibier est rare, et le mâle aide même la femelle à couver pendant qu'elle va à la chasse, car les animaux ne peuvent pas trouver leur nourriture dans tous les buissons. C'est donc un mariage juste. Les oiseaux de mer se rencontrent à l'époque des accouplements. Quand le mâle a accompli son cher devoir, il s'envole vers la haute mer pour prendre du bon temps, tandis que la femelle doit construire le nid, couver et aller chercher la nourriture seule. En automne, quand les jeunes sont devenus grands, ils se réunissent tous au bord de l'océan. De toutes les femelles,
Aucune n'a une vie plus dure que la guêpe. En automne, quand elle a été fécondée, elle cherche une écorce du côté sud d'un arbre et s'y glisse pour hiverner. Les mâles meurent avec les premières gelées. Quand arrive le printemps, la femelle doit construire elle-même son étrange nid, avec tous les rayons dans lesquels elle pond ses œufs. Ensuite, elle doit nourrir toute cette masse de petits. C'est un lourd travail que la nature lui a imposé, mais on n'a pas encore remarqué chez elle l'envie de vouloir s'émanciper des lois de la nature. Elle pourrait pourtant le faire sans difficulté, en allant s'installer du côté nord de l'arbre, car alors elle gèlerait et l'humanité souffrirait de la grande perte de ne plus avoir de guêpes. Nous constatons donc que les bonnes mœurs des animaux dépendent d'un très grand nombre de conditions économiques, physiques, géologiques, etc. Nous avons vu que la civilisation crée des polygames, comme le chien par exemple, qui, domestiqué, reçoit sa nourriture gratuitement. Darwin cite un seul cas de polyandrie chez les animaux évolués. C'est les tourneaux, dans le nid duquel on a vu plusieurs mâles. Il existe une autre chose dans la nature qui disparaît avec la civilisation, les périodes de rut. Les mammifères sauvages s'accouplent une ou deux fois pendant la saison chaude. Les animaux domestiques et l'homme, n'importe quand. Faut-il en déduire que l'être humain est plus immoral? Non, cela vient seulement de ce que l'être humain a autant, ou aussi peu, de nourriture et de protection pour ses petits à sa disposition en toute saison, ce que les animaux au contraire n'ont pas, et c'est pourquoi ils doivent au printemps faire en sorte que les petits soient prêts à la lutte avant que l'automne n'arrive. Reste à savoir si les cas de polygamie que l'on voit si souvent parmi les hommes dépendent de dispositions héritées d'anciens stades d'évolution. Quoi qu'il en soit, c'est triste quand cela se produit au sein du mariage, car c'est la rupture d'un accord et cela détruit la confiance. Mais les cas de polyandrie chez la femme sont encore plus tristes, car si l'homme a été infidèle, il n'oblige pas son épouse à élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais si la femme est infidèle, elle oblige son mari à travailler pour l'enfant d'un autre, et c'est une forme malpropre du vol. Puisque le mariage, en tant qu'institution inventée par les hommes pour des motifs purement pratiques, est caractérisé par tant de défauts et d'écueils, comment se fait-il, alors, que tant de mariages puissent tenir? Eh bien, c'est le grand intérêt commun. La raison d'être du mariage depuis le début des temps, ce sont les enfants. L'être humain livre sans cesse une bataille contre la nature, mais est sans cesse vaincu. Deux amants se décident à vivre ensemble, d'une part pour pouvoir s'amuser, d'autre part pour jouir de la compagnie l'un de l'autre. Parler des enfants à venir paraîtrait un affront. Bien avant l'arrivée de l'enfant, ils se rendent compte que la félicité n'est pas si divine que ça, et la relation devient fade. Puis arrive l'enfant. Alors tout devient nouveau. Et ce n'est que maintenant que la relation devient belle, car le vilain égoïsme à deux disparaît. Un mariage sans enfant est une triste chose, et ce n'est pas un véritable mariage. Aussi la loi a-t-elle, depuis les temps les plus anciens, admis son annulation sans difficulté. Une femme stérile ou sans enfant est très à plaindre, mais elle reste malgré tout une exception dans la nature, et pour cette raison, elle ne peut pas voir la relation entre homme et femme d'une manière juste, et son opinion devrait être sans valeur. C'est pourquoi on ne devrait pas attacher une grande importance à ce qu'écrivent les quatre femmes suédoises qui écrivent en ce moment sur le sujet, car elles vivent toutes les quatre dans des mariages sans enfants. Aussi y a-t-il peu de différence entre l'idéal féminin de mademoiselle Bremer, celui de Léa et celui de madame Schwartz. Une femme sans enfant n'est pas une femme, elle n'est pas un homme non plus. C'est pourquoi l'idéal féminin de nos jours est un hermaphrodite dégoûtant, qui fait penser, pour plus d'une raison, au goût amoureux des anciens Grecs. C'est donc grâce aux enfants que les mariages tiennent. Mais nous voilà à la grande question impossible à résoudre, de savoir si l'individu, à partir de l'instant même où il s'est reproduit, a le devoir de renoncer à son individualité, de devenir tout pour ses enfants. Dans la nature, si nous voulions y chercher une réponse, il n'y a pas à proprement parler d'individualité. Et qu'est-ce que l'individualité chez l'être humain? Un ensemble d'idées concernant certains objectifs à atteindre dans la vie, le plus souvent ayant pour but le bien-être, et parfois quand l'individu se sent comme un représentant de la race souffrante, ses objectifs se transforment en une ambition de vivre pour toute la race et pas seulement pour ses propres petits. Dans le dernier cas, les petits devront probablement s'aider eux-mêmes. Mais on ne peut pas dire que Nora, l'idéal, a de telles tendances. Elle aspire à la liberté ibsénienne, individualiste, égoïste, avide de jouissance, d'avoir le droit de placer les meubles où elle le veut, de ne pas être obligée de demander pardon quand elle a fait une bêtise, la liberté de ruminer ses pensées, de les pétrir comme de l'argile pour en faire de petites idoles, la liberté de ne pas être nourrice et mère, en un mot, le droit de se libérer des lois de la nature. Nora est un monstre romantique, un produit de la belle conception du monde que l'on appelle l'idéalisme, et qui a voulu faire croire aux êtres humains qu'ils étaient des dieux et que la terre était un petit ciel. L'auteur lui-même considérait les idées de Nora comme des lubies. Il l'a montré dans un remaniement de sa pièce dans lequel il a fait rester Nora.
Si Nora avait eu une telle vocation, ce qui ne ressort pas du tout de ses dernières répliques, elle serait partie. Si en plus elle avait été un être humain faible, elle serait peut-être revenue. Posons à présent la question suivante. La situation de la femme est-elle vraiment en accord avec la nature? Sa longue maternité n'est-elle pas un martyr, et ses tentatives pour se libérer sont-elles vraiment contre nature? Voyons ce qui se passe chez les autres animaux. Chez les mammifères les plus grands, qui vivent aussi longtemps que l'être humain, la maternité dure 1 ou 2 années. Ensuite, la femelle est libre, jusqu'à la prochaine occasion. La femelle de l'être humain est, de par la civilisation, liée pour la vie ou presque. On laisse partir les garçons vers l'âge de 20 ans environ, les filles aussi, si on les laisse jamais partir. Pourquoi ne les laisse-t-on pas partir avant? Parce qu'ils ne peuvent ni se nourrir ni se protéger eux-mêmes. La famille est donc une police secrète créée par la classe supérieure pour protéger leurs têtards, car je ne parlerai ici que du mariage de la classe supérieure ou du mariage des gens cultivés. Le mécontentement de la femme cultivée au sujet de la longue maternité est donc, dans une certaine mesure, naturel, et son opposition apparente à la nature est une opposition à la civilisation, de même que son opposition à la tyrannie de l'homme est tout simplement une révolte contre le même ennemi que l'homme combat, c'est-à-dire la société renversée, bien que la femme voie dans l'homme la personnification même du joug social. Chez l'homme, à l'état naturel, le paysan, la femme ne souffre pas autant d'une longue maternité. Premièrement parce que les enfants doivent se rendre utiles dès l'âge de 7 ou 8 ans. Deuxièmement parce que le foyer ne sent jamais le renfermer, puisque l'homme n'utilise la maison pour y manger et y dormir, vivant le reste du temps à l'air libre. En ville, chez les notables, on est tassé dans de petites cellules, et il n'y a pas d'être plus à plaindre qu'une jeune fille. Son sort ressemble beaucoup à celui du prisonnier. Maman doit surveiller son enfant, pour qu'aucun mâle d'une race inférieure ne vienne la féconder. On a beaucoup chanté le foyer des pays nordiques. Les foyers des pays du Sud sont moins étouffants. C'est une question de climat. Le foyer nordique, avec ses doubles fenêtres qui gâtent l'air, ses poêles en faïence, le foyer domestique, le long hiver et l'automne et le printemps, qui poussent les gens ensemble en les tourmentant, rendent à mes yeux le foyer peu agréable. On ne le voit pas dans sa propre famille, mais on le voit chez les autres. D'abord, il y a la mère et le père enchaînés ensemble pour la vie. Si l'un a une idée que l'autre ne partage pas, il apprend en 15 ans à se taire, c'est-à-dire à être hypocrite. Puis les grands-fils, moraux à la maison, immoraux à l'extérieur. Ils mentent aux parents, ou du moins ils dissimulent. Entre eux, depuis qu'ils ont cessé de se battre, ils continuent à se quereller et à se chamailler, car c'est dans la nature humaine. Et ils devinent, chez leurs parents, le désir muet de les voir rapidement prendre une place dans la vie, c'est-à-dire de les mettre à la porte. Puis l'éducation, l'éternelle attention du père et de la mère pour découvrir les défauts des enfants. On tient à ces défauts et on finit par tenir rancune à ceux qui ne font que vous surveiller et vous espionner. Cela fait naître chez l'enfant une critique silencieuse à l'égard des parents, et il perd le respect pour ses parents. C'est une chaîne d'hypocrisie, et le foyer est laid, sauf dans les romans. Puis les enfants sortent dans la vie, et se sentent si infiniment heureux que, dans le meilleur des cas, ils viennent seulement à la maison le dimanche pour dîner. À présent, les parents restent seuls, et ils n'osent pas défendre une opinion que l'autre ne partage pas, de peur de détruire la paix du foyer. Et la paix du foyer est, après les enfants, le fondement de la famille. Pour la maintenir, même la volonté la plus forte se plie, ou du moins, elle apprend à feindre la soumission. C'est une peinture schématique et exagérée que je viens de faire, mais aussi, heureux que soit un mariage, il y a toujours quelque chose de réprimé, quelque hypocrisie dissimulée au-dessous, et tout au fond existe une relation mutuelle d'esclavage. Mais c'est probablement une imperfection inhérente à la trop longue période de la maternité qui, je le répète, est exigée par la civilisation. Qu'il existe des mariages heureux est une rare coïncidence, de nombreuses circonstances favorables, par exemple la compatibilité de tempérament, de goût, de défauts. Les plus grandes garanties de bonheur sont réunies quand les deux partenaires sont épris l'un de l'autre en même temps, car l'amour est une force de la nature qui survit au raisonnement de l'individu, soumet sa volonté, et résiste à n'importe quelle tempête, à n'importe quel caprice. C'est à de telles occasions que l'amour, malgré sa tendance égoïste apparente, puisqu'il semble surtout concerner les époux et non les enfants, devient quelque chose de grand et de justifié. Il aurait plus souvent la liberté d'évoluer dans ce sens si les deux sexes pouvaient se fréquenter avec moins de contraintes, car aujourd'hui c'est l'homme qui a l'initiative et la jeune fille qui reste à attendre qu'il vienne, l'homme de sa vie. Mais quand il ne vient pas, elle prend le premier venu. Dans les circonstances actuelles, il est cependant impossible et nuisible d'isoler la question féminine de son contexte. Le désir d'émancipation qu'éprouve la femme est identique au désir inquiet de libération éprouvé par l'homme. Libérons donc les hommes de leurs préjugés, et les femmes seront du même coup libérées. Mais nous devons travailler ensemble pour atteindre ce but,
comme des amis, et non pas comme des ennemis. Pour ne pas être soupçonné de propager des idées réactionnaires, je vais à présent exposer, sous la rubrique suivante, ce que la femme a absolument le droit d'exiger d'un avenir plus ou moins proche. 2 points. Les droits de la femme, qui selon la nature lui reviennent, mais dont elle a été privée par l'ordre social renversé, et non pas par la tyrannie des hommes. Premièrement, le droit d'avoir la même éducation que l'homme. Cela ne veut pas dire, je ne le répéterai jamais assez souvent, que la femme doit s'imaginer qu'elle est élevée au niveau de l'homme en apprenant toutes les inutilités dont il est obligé de se bourrer le crâne de nos jours. L'avenir, qui abolira la différence entre les écoles communales et les collèges, entre le baccalauréat et tous les autres examens, se sentira obligé d'introduire un seul examen civil pour tous qui remplacera la confirmation. Cet examen sera le même pour l'homme et pour la femme, et ne demandera qu'une parfaite connaissance de l'art de lire, d'écrire et de compter, ainsi que des connaissances sur la législation de son pays natal, sur les droits et les devoirs des citoyens, et une langue vivante. Celui qui veut apprendre ensuite ce que Cicéron pensait de Lucius Sulla et quelles étaient les intentions de Moïse vis-à-vis des enfants d'Israël, qu'il le fasse, si toutefois il a le temps de se consacrer à de tels luxes, car l'avenir exigera de chaque citoyen qu'il travaille physiquement pour subvenir à ses besoins, comme la nature l'a décidé. Deuxièmement, les écoles devront être les mêmes pour les garçons et les filles, car ainsi les deux sexes apprendront à se connaître de bonne heure, et les garçons n'iront plus s'imaginer, comme c'est le cas aujourd'hui, que les filles sont des anges, tandis que les filles croient que les garçons sont des chevaliers. De cette façon, on évitera aussi tous les vices secrets de l'imagination et de la précocité qui ont leur origine dans l'isolement des sexes. Troisièmement, la jeune fille doit avoir la même liberté que le garçon de se promener et de fréquenter qui bon lui semble. Quatrièmement, l'égalité totale entre les deux sexes mettra fin à cette hypocrisie dégoûtante que l'on appelle la galanterie, ou la politesse à l'égard des dames. Une jeune fille ne doit donc pas exiger qu'un garçon se lève pour lui donner sa place, car c'est le signe de soumission de l'esclave, et un frère ne devra pas s'habituer à ce que ses sœurs fassent son lit ou cousent ses boutons de chemise. Il doit faire ces choses lui-même. Cinquièmement, la femme doit avoir le droit de vote. Quant à l'avenir, sa confirmation consistera en un examen sur la législation du pays où elle vit, et quand la société sera obligée de donner chaque année, comme les entreprises aujourd'hui, un rapport de l'état de ses finances à chaque citoyen, la femme pourra décider aussi bien que l'homme à quelle personne ou à quelle cause elle donnera son vote. Sixièmement, la femme doit avoir le droit d'être nommée à tous les postes, ce qui ne posera pas plus de difficultés sous un régime autonome qu'aujourd'hui où elle peut, aussi illogique que cela puisse paraître, devenir régente. Le gouvernement autonome ne sera pas une administration dirigée par des professionnels, mais comme dans l'administration municipale de nos jours, elle sera une mission de confiance à laquelle on devra se dévouer à ses moments libres. Y a-t-il une personne plus sage et mieux faite pour gouverner qu'une vieille mère qui, grâce à sa maternité et à ses occupations dans la maison, a appris à gouverner et à administrer? Nos ancêtres avaient tant de vénération pour la déraison des vieilles femmes qu'ils leur attribuaient un savoir surnaturel. Septièmement, par là même, les mœurs deviendront plus douces, et les lois aussi, car personne n'a mieux appris l'indulgence qu'une mère, personne n'a mieux appris à quel point il faut être patient et peu exigeant avec les enfants de l'homme qui ont tant de défauts. Huitièmement, la femme doit être exemptée du service militaire. Celui qui considère cela comme une injustice doit prendre en considération le fait que la nature exige d'elle une compensation dans la lourde maternité. D'ailleurs, à l'avenir, il ne sera pas glorieux de faire son service, ce sera tout simplement un devoir. Neuvièmement, comme la société de l'avenir, grâce à une juste répartition des richesses de la nature commune à tous, assurera à tous ceux qui naissent subsistance et éducation, le mariage en tant que garantie de ces avantages sera superflu. L'homme et la femme concluront un contrat, oralement ou par écrit, pour une période qu'ils fixeront eux-mêmes et qu'ils pourront annuler quand bon leur semblera, sans loi ni évangile. Il va de soi que l'on ne pourra pas éviter que deux mâles désirent posséder la même femelle, mais la lutte sera moins cruelle, et ce sera à la femelle de faire le choix, ce qui n'est pas le cas à présent, car personne ne sera obligé de se marier pour obtenir de l'argent ou une position sociale quand de telles choses n'existeront plus. De cette façon, la sélection sera naturelle et la race en sera améliorée. Voici quelques réflexions sur la femme et le mariage de l'avenir. Ce qu'on peut faire dans les circonstances actuelles pour améliorer raisonnablement le mariage, c'est 2 points. Premièrement, que les relations entre les garçons et les filles deviennent plus libres. Deuxièmement, que l'éducation des garçons soit simplifiée pour que l'on puisse sans injustice simplifier aussi celle des filles. Troisièmement, que la fille, comme le garçon, ne soit pas forcée d'apprendre tant de choses sur le passé, mais qu'elle soit obligée
de prendre connaissance de l'organisation de la société actuelle. Ainsi, elle, quatrièmement, pourra avoir le plus vite possible le droit de vote. Cinquièmement, la fausse galanterie disparaîtra d'elle-même, et l'homme et la femme se fréquenteront comme les hommes aujourd'hui. Les hommes ne doivent plus se réunir seuls dans des banquets qui se terminent par un toast porté en l'honneur de la femme, laquelle reste à la maison pour manger du gruau avec du lait. Sixièmement, il faut instaurer le mariage civil, grâce auquel le divorce sera facilité. Non pas parce qu'il est probable que l'on divorcera plus souvent qu'auparavant. La facilité d'obtenir le divorce fera que le lien paraîtra moins dur et l'homme n'aura plus l'impression qu'il possède la femme. Les enfants seront, sans doute comme avant, un lien entre les époux, sauf dans les cas les plus difficiles. L'affreuse loi concernant l'avertissement donné par les prêtres ou la fuite obligatoire sera donc abolie. Septièmement, les articles de loi sur la tutelle maritale seront abrogés. Huitièmement, la femme deviendra majeure à 18 ans sans aucune restriction. Neuvièmement, le contrat de mariage et la séparation de biens seront obligatoires. Dixièmement, la femme doit avoir le droit, après avoir reçu une éducation équivalente à celle de l'homme, d'occuper tous les postes et d'exercer l'emploi qu'elle voudra. Mais de faire entrer dès aujourd'hui quelques millions de femmes sur le marché du travail rendrait la concurrence sanglante. Il faudra peut-être, dans des circonstances actuelles, admettre une certaine inconséquence, à moins qu'un surplus de main-d'œuvre ne soit un moyen d'instaurer par la force un nouveau régime social. Onzièmement, en contractant un mariage, l'homme doit avoir l'obligation de souscrire une assurance vie, pour qu'il ne laisse pas, en cas de décès, sa femme et ses enfants dans la détresse. Cela doit être tout particulièrement obligatoire quand il a arraché la femme à une occupation lucrative. Douzièmement, la femme garde son nom de famille et ne doit pas adopter le titre de son mari au féminin, car, dans les circonstances actuelles, le titre est une propriété, souvent acquise à un prix élevé, et correspondant à une certaine somme d'argent. L'égalité l'exige. Ainsi, plus d'une femme échappera à la tentation d'acheter un titre avec son argent. Les garçons prendront le nom du père et les filles le nom de la mère. Treizièmement, chacun son lit et sa chambre, dès le début, devrait être l'usage. Car quelque chose d'aussi offensant pour la pudeur que de partager la chambre à coucher et le lit se punit tout seul et produit dans la relation le trouble, le dégoût, l'ennui et pire encore. De cette manière, la femme aurait une situation plus libre et pourrait décider de son corps. Quatorzièmement, la femme, dans le cas où elle n'a pas d'autre occupation que d'être l'épouse de son mari et la mère des enfants, doit recevoir une somme d'argent pour ses vêtements et ses loisirs. Elle ne doit pas recevoir de salaire, ni de vêtements sous la forme de cadeaux pour lesquels elle doit remercier. Mais elle doit aussi avoir le droit de payer elle-même ses loisirs, même en compagnie de l'homme, et cesser d'être invitée. Quinzièmement, si la femme gagne de l'argent en travaillant pendant le mariage et ne s'occupe pas de la maison, elle doit être obligée d'en donner autant que le mari pour les dépenses du ménage. Si elle s'occupe aussi de la maison, elle pourra garder ce qu'elle a gagné, car alors son travail dans la maison peut être considéré comme un supplément et non pas, ce qui est le cas à présent, comme un travail d'esclave. Interview. L'écrivain. Monsieur, vous avez compris maintenant ce que je veux dire. Le journaliste. Oui, ça suffit amplement. L'écrivain. Pas de malentendu, non. C'est bien. Journaliste. Vous avez osé vous en prendre à Ibsen. C'est dangereux, ça. Écrivain. Celui qui s'en est pris à Charles XII, monsieur, il ne craint ni Dieu ni diable. 7 fois je suis tombé, 7 fois je me suis relevé. Je supporterais bien de tomber une fois de plus. D'ailleurs, je ne m'en suis pris à la maison de poupée qu'en tant que code. Je n'aime pas les codes. Si on établit un code, il reste en vigueur au moins 25 ans. Et on n'avance pas d'un pouce. Pour ce qui est d'Ibsen, son exemple a montré les dangers de la littérature. Il a écrit Brandt contre le christianisme, et les lecteurs en ont fait un code chrétien. C'est du beau. Il a écrit Les Revenants contre l'immoralité, et les défenseur de la morale en ont fait un code de l'immoralité. Il a écrit Un ennemi du peuple contre la société, et les pires ennemis de la société lui ont jeté des pierres. C'est ce qui arrive quand on est comme Moïse sur la montagne, et que l'on parle des langues inconnues avec un voile bleu sur la tête. Dans Les prétendants à la couronne, il a parlé de ses chagrins et de ses amertumes de jeunesse. Et un licencié S-lettres de Helsingfors écrit une thèse de doctorat dessus et prouve que c'est un drame purement historique. Si le licencié S-lettres avait procédé d'une manière plus rationnelle, il aurait écrit à Ibsen pour lui demander si c'était exact. Dans ce cas-là, et à condition que Moïse lui ait répondu, il aurait appris la vérité. Ibsen a ôté le voile une fois pour toutes, pour parler le langage des hommes. C'était, comme nous le rappelons, après Les Revenants. Alors il s'est désavoué lui-même. Peut-être désire-t-il être mal compris. Bon, alors j'ai mieux compris que personne, maison de poupée, mais laissons ça.
Y a-t-il autre chose que vous ayez mal compris? Journaliste. Oui. Vous êtes socialiste? Écrivain. Naturellement. Comme tous les gens éclairés de notre époque. Je n'en ai pas la permission. Journaliste. Je me le demande. Écrivain. Vous vous le demandez. La Constitution ne veut pas forcer la confiance de personne ou la laisser forcer. Donc, c'est mon droit. Mais si vous dites que je suis anarchiste, alors vous mentez. Autre chose? Journaliste. Oui. Vous avez écrit vous-même une pièce sur la femme que je ne comprends pas. Écrivain. C'est peut-être de ma faute, mais c'est peut-être aussi de la vôtre. Vous parlez de la femme de Sir Bengt. Oui, cher monsieur, c'est, premièrement, une attaque contre l'éducation romantique de la femme. Le cloître, c'est la pension pour jeunes filles. Le chevalier, c'est lui. Tous les hommes sont des chevaliers pour nos jeunes filles. Puis Bengt et sa femme apprennent à connaître les réalités de la vie. Alors elle s'aperçoit qu'il est un paysan. Il croit qu'elle est une sotte, mais la réalité fait d'elle une femme, ce que la pension pour jeunes filles n'a pas réussi à faire. Deuxièmement, c'est une apologie de l'amour en tant que force de la nature, qui survit à toutes les idées fixes et soumet la libre volonté. Troisièmement, c'est un hymne à l'amour féminin comme étant supérieur puisqu'il est renforcé par l'amour maternel à celui de l'homme. Quatrièmement, c'est un plaidoyer pour le droit de la femme à décider de son propre sort. Cinquièmement, c'est une pièce de théâtre, donc un péché. Mais elle a reçu sa punition. Un dogue romantique qui avait un front trop bas m'a mordu la jambe et a voulu me prouver que j'étais un romantique, alors qu'en réalité, j'attaquais et ridiculisais le romantisme. Et c'était bien fait pour moi, car il faut s'abstenir d'écrire des pièces de théâtre quand on veut parler sérieusement. N'oubliez pas que toutes les pièces de théâtre sont annoncées sous la rubrique divertissement public. Journaliste. Mais vous attaquez d'une manière inexplicable les défenseurs de l'émancipation de la femme et vous voulez passer pour un progressiste. Écrivain. C'est ça. J'attaque la manière inqualifiable dont la question est traitée. Et l'émancipation de la femme a pris de nos jours un mauvais semblant de flirt. Toute maison de poupée est une galanterie romantique désuète, bourrée de débilité idéaliste. En France, Dumas fils a voulu donner dernièrement le droit de vote à toutes ces filles des pensionnats élevés par les prêtres. Savez-vous quelle en serait la conséquence? Eh bien, elles voteraient tout de suite pour le retour dans le pays des jésuites et des moines capucins, et l'impératrice Eugénie monterait sur le trône. J'ai attaqué les tentatives faites par la femme pour s'émanciper de la mise au monde des enfants, non pas du berceau et de la cuisine. J'ai attaqué le désir qu'a la femme de détruire les mères en leur faisant apprendre le latin, comme les pères ont été détruits avant elles. J'ai, écoutez ça monsieur et notez-le, j'ai attaqué le mariage dans les circonstances actuelles. J'ai montré que le bonheur absolu est absurde. J'ai montré que la femme, dans les circonstances actuelles, est souvent, pas toujours, devenue une bécasse à cause de son éducation. J'ai aussi, notez-le, monsieur, attaqué l'éducation de la femme, le mariage religieux et l'émancipation galanterie des hommes. Je n'ai donc pas attaqué la femme, j'ai attaqué, notez-le en majuscule, les circonstances actuelles. La femme n'a pas besoin de ma défense. Elle est la mère, et par là même, elle est la maîtresse du monde. Et la liberté qu'elle demande aujourd'hui, c'est la même liberté que tous les hommes exigent. Nous pouvons l'obtenir en étant amis, non pas en étant ennemis, car en tant que tels, nous n'obtiendrons rien. Vous avez compris à présent, monsieur?